Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dimanche 10 mars 2019, bonjour à tous et merci pour votre fidélité aux écoutes de Pyramide FM. Tant pour la femme, tant pour la nation, disait le slogan qui est connu des années 80. Il y a 2 jours, ce slogan a été réduit pour toujours. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La femme et ses droits bafoués ou grattés. Le combat continue entre sensibilisation, célébration et parfois amalgame. Juste à des réjouissances, marketing n'est passé par là. Mais quel avenir pour la Journée internationale des droits de la femme? La femme, c'est 52% de l'humanité, elles sont majoritaires au Togo. Quelle influence produisent-elles pourtant sur les hommes du Togo? Le Togo et ses hommes, y compris ses femmes, sont en souffrance. Le pays est pauvre et il est endetté face au fléau de la faim, du sous-emploi et de la mendicité. Le gouvernement togolais ne croise pas les bras. Il cherche la solution miracle. Peut-être qu'il se cache dans le PND, le Programme national de développement. Depuis lundi matin, midi et soir, beaucoup de Togolais respirent PND et aspirent au succès du programme. Avec Fonia Sembé, le chef de l'État en tête, les Togolais remettent le sort à ce PND, le programme ambitieux selon ses concepteurs. La cérémonie de ce jour confirme notre engagement commun pour réaliser sans tarder les transformations nécessaires à l'édification du Togo moderne, prospère et stable. Nous pouvons être fiers de léguer aux générations qui viennent. Merci, Panel, le chef de l'État. Le Togo a-t-il enfin trouvé la voie royale devant l'amener à son développement? Comparé à lui-même, le pays est en train de se développer. La vie tournée est une parfaite illustration. Et puisque le développement peut parfois s'accompagner du développement du grand banditisme, la capitale Lomé assiste impuissante à une série de braquages de 2 jours. Et c'est à nouveau en plein jour que des Alpha réussit à emporter mercredi un peu plus de 122 millions de francs CFA, commençant à motiver la force de l'ordre et de sécurité tel définitivement perdu le combat contre les bandes de Lomé. Comme le pouvoir peine à trouver une solution à cette faute d'insécurité dans la ville de Lomé, l'opposition disposerait-elle, elle, d'une potion magique? Depuis quelques semaines, l'opposition porte sa croix difficilement puisque ces 14 a annulé sa conférence de presse pour laisser finalement la planche au seul PNP. En route, la passion du Christ est en pleine carême catholique. On peut se demander si la C14 connaîtra la résurrection à la gloire du pape comme peut-être notamment les prêtres. Le 2 est notre invité du jour, le père Pierre Chanel Afondon, aumônier des cadres catholiques et porte-parole des forces vives d'Espérance du Togo. Le numéro de l'émission 70 43 09 70 et 96 50 34 37. L'émission mise en onde par Marie Foutas, mon père. Bonjour. Dimanche. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous venez ici. Non, c'est pas tout à fait la première fois, mais dans votre émission, si, c'est la toute première fois. Ma prière de l'émission, c'est d'évoquer le Saint-Esprit. Insister pour que l'émission se passe très bien. Vous ferez la prière de clôture quand nous allons rendre l'antenne. Bien de Togolais continuent de se poser des questions sur votre engagement au plan des affaires publiques. Je sais, vous vous êtes expliqué plusieurs fois déjà, mais vous voudrez bien rafraîchir une nouvelle fois la mémoire de ceux qui nous écoutent pour ce qui concerne le fondement de cet engagement. Mon père. Merci beaucoup. Je pense que je vais aller d'abord dans la parole de Dieu. Je suis dans Isaïe chapitre 58, à partir du verset 4, où le prophète dit ceci: le jeûne qui me plaît, et c'est Dieu lui-même qui parle, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Si nous sommes dans un temps où vous me posez la question sur mon engagement, un temps de grâce qu'est le carême, aujourd'hui le premier dimanche de ce temps, et cette parole me rejoint profondément, parce que ce qui plaît à notre Dieu, c'est que nous puissions nous engager pour que l'homme soit debout.
nous puissions nous engager pour que la justice sociale soit une réalité. Nous puissions vraiment travailler pour la cohésion entre les hommes, pour la paix. Et chaque fois que les hommes arrivent à vivre dans cette justice, à travailler ensemble pour la paix, à se donner la main pour s'entraider dans la solidarité et atteindre l'objectif du bien commun, nous sommes profondément dans la religion. Et si nous sommes religieux, en oubliant cette dimension qui pour nous chrétiens est liée à l'incarnation de Dieu en son Fils Jésus-Christ, nous sommes simplement des gens qui vivent de la dévotion. Et du coup, l'Église dit que chaque baptisé est appelé à être prophète. Et le prophète, c'est celui qui est incapable de se taire devant le mal. Et l'Église dit dans Ecclesia in Africa, le numéro 106, que l'Église catholique doit être la voix des sans-voix. Je me sens dans cette figure sans prétention, en toute humilité avec mes forces et mes faiblesses, mais je crois que le jour où le dernier des Togolais va être considéré de façon digne comme citoyen et qu'il peut se soigner, qu'il peut manger à sa faim, qu'il peut envoyer ses enfants à l'école et que le minimum vital, lui aussi pourrait accéder à ça, je crois que peut-être je parlerai moins. Ne pas se taire devant le mal, c'est ce que vous venez de dire, mon père. Mais quand on se réfère à ce mal-là, c'est un mal qui gangrène notre pays, notamment le Togo, depuis les années 60. Mais on sait aussi qu'au temps des partis uniques, l'Église, notamment catholique, était très proche du pouvoir en place. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Mais je n'aurai pas la prétention de faire l'histoire, mais je crois que la contingence peut quelquefois influencer et créer des pesanteurs. Je ne vais pas non plus juger, mais on sait que dans les systèmes totalitaires, il faut beaucoup de prudence pour ne pas être phagocyté. Mais je dois dire que quand on affirme que depuis le temps du pouvoir avec son Excellence le Président Eyadema, l'Église catholique était très proche, je crois que les gens font souvent allusion à l'amitié entre son Excellence Monseigneur Casimir Dossé Agneron et ils oublient les autres évêques de ce temps. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un évêque ou un archevêque qui parle au nom de l'Église. L'Église, elle est plus que les individus. Et donc, pour savoir ce que l'Église fait, il faut retourner dans sa doctrine et il faut considérer toutes ses actions quelquefois invisible, c'est-à-dire qui n'est pas au grand jour, qui se fait à l'endroit du pauvre, qui se fait pour protéger, qui se fait en système de conseil et plus ou moins de diplomatie. Dans tous les cas, le cœur de l'homme est compliqué et malade et quelquefois les autorités religieuses étant aussi des hommes, ils peuvent faire des erreurs. Mais je crois que quand on prend l'histoire du Togo, surtout les différentes lettres de la conférence des évêques depuis les années 60 jusqu'à ce jour, c'est clairement affiché la position de l'Église. C'est l'option préférentielle pour le pauvre, l'engagement pour la justice sociale et pour la paix, et ça c'est clair. Et la conférence des évêques vient de publier toutes ces lettres dans un livre sous forme de recueil. J'invite les Togolais à aller fouiller pour faire un travail de mémoire et d'histoire, pour ne pas croire que l'Église catholique a toujours donné la bénédiction au pouvoir dictatorial. Le mal dont vous faites allusion ici, comment se manifeste-t-il ce mal? Ben, dans notre société, ça se voit, c'est au quotidien. C'est un mal qui ne met pas au centre de la vie politique la dignité de la personne humaine. Vous voyez, et quand je parle des fois, certains disent je suis contre unir, je suis contre le pouvoir. C'est archi faux. Ce que je dis, c'est le discours normatif. Et je crois que toute conscience peut l'accueillir. Par exemple, dans notre pays, ça c'est le PNUD qui présente cette étude. Est-ce que dans ce pays où nous ne sommes que à peu près 7 500 000 habitants et nous avons
ressources. Par la grâce de Dieu, nous avons dans une partie du pays 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches dans une autre partie. Est-ce qu'avec tous ces atouts que le bon Dieu nous a donnés, il doit y avoir encore plus de 51% de Togolais qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas se nourrir, des gens qui ne peuvent pas accéder à l'éducation, les gens qui n'ont pas de l'eau potable, des gens dont l'habitat ressemble plutôt à des taudis. Je crois que le mal est là. Le problème du Togo, c'est un problème qui s'affiche comme social, mais dont la racine est éthique et la manifestation politique. Je m'explique. Le problème est social. Vous et moi aujourd'hui, si on a une insuffisance rénale, on est foutu. Je me demande comment est-ce que des hôpitaux privés ou des cliniques ont pu mobiliser de l'argent pour avoir l'appareil de dialyse et tout ça. Et que l'État n'a pas pu mettre cela dans chaque région de notre pays. Quand on sait que chez nous, beaucoup se soignent avec les plantes, il y a des médicaments à frélater qui sont un peu partout et que le rein peut être touché. Dans tout le Togo, seules 80 personnes ont gratuitement l'hémodialyse au CHU de Tokoin. Et le pauvre qui est à Kara, qui est à Saint-Cassé, qui est... Mais il fait comment? Il meurt en silence et personne ne pense à lui, mais il est aussi citoyen. Et qu'est-ce qui est derrière ça? Et je dis que la racine est éthique, parce que quand on aime la personne humaine, on ne dort pas quand la vie est ainsi bradée. On a l'insomnie. Et je dis la manifestation est politique, parce que il y a là un problème de bonne gouvernance, où il faut prévoir des questions qui sont liées à la vie de tous les citoyens, dont la santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures. La situation que vous dénoncez, vous l'avez dit tantôt, que certains vous reprochent d'être contre le parti au pouvoir. Justement, ce discours, il est tenu depuis quelque temps. Est-ce que quelque part, il vous entame? Est-ce qu'il entame votre acteur à continuer à œuvrer aux côtés des populations en difficulté? Pas du tout. Si nous sommes prêtres, moi et les autres, et que l'Église est vraiment de nature, d'essence divine, on ne peut pas reculer devant ce combat. Et je crois que tous les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, doivent comprendre que si eux, ils se sentent en sécurité, beaucoup de Togolais ne sont pas en sécurité par rapport à des aspects qui sont liés à la qualité de vie. Quand je le dis, ça les touche aussi. Je donne un exemple bizarre, qu'on me pardonne, ça n'arrivera jamais, mais c'est un exemple que je donne. Imaginons qu'une autorité de notre pays prend la route vers Dapaon, on connaît l'état de la route vers entre Dapaon et Mango et tout ça, et que par mégarde, il arrivait un accident. Il y a quelle structure pour lui donner les premiers soins de qualité? Ça arrive quotidiennement aux Togolais lambda, mais ça peut arriver aussi à ces hommes politiques, à ces hauts placés. Il est important qu'on puisse comprendre que la question qui est liée à la qualité de vie profite à tous, ceux qui dirigent comme ceux qui sont dirigés, ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui ne sont pas au pouvoir. D'où l'importance pour nous au Togo de recentrer nos énergies et nos forces pour bâtir un Togo prospère et non d'être dans ce jeu d'insultes, de critiques, de grandes gueules, de discours qui n'apportent rien au peuple. Le peuple ne fait que s'enfoncer dans la misère. Il faut aller dans les villages. Moi, j'y vais souvent. Hier, j'étais encore dans des villages proches de Vaughan. Il faut voir comment les gens sont au soleil en train de remuer le sol pour mettre quelques tiges de manioc et qui vont attendre la production pour faire du gari. C'est en vendant ça qu'ils vont vivre. Mais ils le font avec sourire quand tu vas saluer les gens dans les champs. Mais on ne peut pas les laisser à ce niveau. Les laisser à ce niveau et prétendre gouverner le pays ou chercher à gouverner le pays, c'est une erreur. Visiblement, vous dénoncez une forme d'échec des politiques. Mais est-ce que ce n'est pas aussi
un échec pour l'Église, puisque la plupart des hommes politiques ou des acteurs qui dirigent notre pays ou qui les contestent sont vos fidèles. Oui, à n'en point douter. Échec pour l'Église entendu comme un refus en quelque sorte d'incarner les valeurs dans la vie sociale. Dans ce sens, oui, c'est vraiment un échec parce que quand on regarde les différents lieux de décision dans notre pays, on a des hommes et des femmes qui sont profondément croyants, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants ou d'autres églises évangéliques et pentecôtistes. On a de grands croyants. Et ça, nous rendons grâce à Dieu. Mais comme dit Saint Jacques, j'invite les chrétiens à aller lire Jacques, le chapitre 2. Mais comment on peut dire que j'ai la foi et les œuvres n'accompagnent pas? Et Saint Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, ce n'est pas les œuvres que je te montrerai, ma foi. Nous ne pouvons pas être des croyants et ne pas se soucier du bien commun, de la solidarité, des valeurs qui permettent à un peuple de vivre heureux. Parce que la loi suprême des religieux que nous sommes est ceci: aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, visiblement, les Togolais ne s'aiment pas. Et ça aussi, c'est une réalité. Non seulement ils ne s'aiment pas, mais je ne vais pas être dans le général parce que si on ne s'aimait pas de façon absolue, la situation serait plus grave que ça. Disons qu'il y a des déficits dans la façon de s'aimer, mais là où ça se sent plus, c'est au niveau de la vie patriotique. C'est-à-dire, je me pose la question très sérieusement aujourd'hui, et j'ai commencé à me poser cette question il y a quelque temps: est-ce que les fils et filles de notre pays, et particulièrement nos acteurs politiques, parce que c'est eux qui peuvent gouverner la cité, est-ce qu'ils aiment vraiment le Togo? Est-ce qu'ils aiment leur patrie? Est-ce qu'ils s'engagent vraiment pour relever la patrie? Quand on voit des hommes dans l'histoire, comme Mandela, comme Kérékou au Bénin, comme Senghor, et comme d'autres, je ne veux pas continuer à citer des noms et créer peut-être à nouveau des frustrations, mais quand on voit comment des hommes se sont donnés pour le bien de leur patrie, et quand on voit nos acteurs politiques, quel que soit leur bord, se comporter, et la question mérite d'être posée: est-ce que nous aimons notre pays? Quand vous intervenez dans les médias, il y a une critique qu'on vous fait également, c'est que vous parlez beaucoup, vous et d'autres acteurs venant du monde de l'Église catholique, mais secrètement, est-ce que vous menez des missions auprès des acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir en place? Je crois qu'il faut distinguer deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'Église comme institution, je veux dire l'Église catholique. Et là, je ne sais pas de façon précise tout ce qui se fait. Mais je sais quand même qu'il y a des actions de la part des autorités ecclésiastiques envers les acteurs politiques de notre pays, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui estiment être de l'opposition. Mais le deuxième niveau, c'est le niveau de l'engagement citoyen dans une organisation de la société civile qui est le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo. Là, je peux vous rassurer que nous avons essayé de rencontrer les acteurs, nous avons essayé d'asseoir des plaidoyers. Des fois, les portes sont ouvertes, d'autres fois, non. Je ne veux pas donner des exemples peut-être qui vont donner l'impression que je suis pour tel camp contre tel autre camp, mais on a eu la grâce de rencontrer certains acteurs politiques, de leur dire ce que nous pensons au nom du peuple et de les encourager à aller dans le sens du bien commun, dans le sens de ce qui va faire, disons, le bonheur de notre peuple dans son ensemble. Mais il y a d'autres acteurs qu'on n'a pas pu rencontrer, mais nous espérons les rencontrer dans les jours qui viennent, parce que nous sommes convaincus que c'est ensemble, sans exclusion d'aucun des fils et filles de ce pays, que nous allons bâtir un Togo prospère. Au Togo et ailleurs en Afrique, l'Église catholique intervient de plus en plus dans le débat public, spécifiquement pour ce qui concerne le Togo. Est-ce qu'il y a un lien entre votre engagement et la position du Vatican sur le Togo? En réalité, je ne connais pas une position
diplomatique du Vatican, parce que je n'ai pas accès direct à la diplomatie vaticane, mais je pense profondément que ce que le Vatican doit véhiculer pour ce qui concerne la vie sociale ou sociopolitique d'un pays est déjà dans un document de l'Église catholique qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. C'est l'enseignement officiel de l'Église sur tout ce qui touche la vie sociale, économique, culturelle, politique, etc. dans un pays. Et du moment où l'enseignement de cette doctrine est recommandé par Ecclesia in Africa, qui a été un document rendu public par le Saint-Pape Jean-Paul II après le premier synode des évêques sur l'Afrique, et que Africae Munus de Benoît XVI recommande l'enseignement de cette doctrine et l'engagement pour l'effectivité des principes et des valeurs de cette doctrine, je crois que la position de l'Église catholique par rapport à notre situation est claire. Et quand on prend les 3 dernières lettres des évêques, c'est-à-dire de la conférence des évêques, la position de l'Église est très claire. C'est que la justice sociale advienne, c'est que les principes démocratiques soient respectés, c'est que tout ce qui est promesse en termes de réforme puisse se tenir rapidement et que finalement on puisse remettre le peuple au centre du débat politique et du travail que les acteurs politiques sont en train de faire. Les évêques ont appelé aussi chaque citoyen à s'engager quand ils ont défini dans leur lettre du 26 avril 2016 soyons responsables dans la justice et la vérité, et ils ont défini la politique comme faire son devoir citoyen. C'est un appel solennel des évêques à l'endroit de chaque baptisé à s'engager pour un Togo nouveau et prospère. Vous nous écoutez sur Pyramide FM 105.5. Notre invité du jour, c'est le père Pierre-Marie Chanel Afogno. Et nous parlons du Togo, et le Togo politique, c'est la crise qu'elle a connue ou qu'il a connue ou qu'il continue de connaître. Dans certains milieux, on estime que cette crise, elle est finie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est finie ou juste que c'est une parenthèse que nous vivons, cette accalmie? Moi, je pense que l'image qui me vient pour pouvoir répondre à cette question, c'est que quand on finit de faire un pansement sur une plaie, on estime que la plaie s'est cicatrisée. Ou pire encore, quand la plaie se cicatrise, on pense qu'il n'y a plus des traces de la cicatrisation. Je crois que ce serait une erreur grave. Je ne suis pas prophète du malheur, mais de croire que la crise sociopolitique du Togo est au passé. Parce que le silence du peuple, l'accalmie transitoire qui est notée, peut être exactement comme un volcan en ébullition qui n'a pas encore fait surgir à l'extérieur les larves. Et je le dis pour que nous ne puissions pas nous tromper. Quand on a l'occasion, comme un prêtre, d'écouter le cœur des Togolais, mais ils sont en colère, ils sont très aigris, ils sont frustrés, et je trouve que ce serait malhonnête et dangereux de parler de la crise au Togo au passé. Il vaut mieux regarder la réalité en face et prendre les mesures idoines pour éviter à notre peuple d'autres blocages, d'autres situations malheureuses. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant et non de reculer à nouveau. Et quand on regarde aujourd'hui, on sait que un certain nombre d'acteurs politiques dans le pays sont un peu comme à la touche. Quand on regarde la question liée au fichier électoral, on sait qu'ils sont un certain nombre qui n'ont pas pu s'inscrire. Quand on regarde tout ce qui est lié à la participation à la base de la part du peuple, on note toutes les frustrations. Je crois que le fait que le chef de l'État et le gouvernement se disent on va s'approcher de nos populations en tenant des conseils des ministres ici et là, si c'est dans l'intention vraiment de prendre la température, je dis c'est une bonne chose. Parce qu'effectivement, ça bouillonne dans le cœur du Togolais et ça bouillonne dans les communautés, mais chacun garde le silence. Chacun essaie de se contenir parce que ne l'oublions pas.
il y a une forme de terreur qui s'est installée avant et pendant les élections du 20 décembre 2018. Et les gens continuent d'avoir peur. Mais la peur ne peut pas être une raison pour conjuguer une crise au passé. Vous avez dit tantôt aller de l'avant pour ce qui concerne certains acteurs politiques. Aller de l'avant, est-ce que c'est pas aussi de faire avancer le pays par l'organisation éventuelle d'élections, comme ça a été le cas le 20 décembre dernier? Pour cette élection-là, vous savez que l'opposition, du moins la C14, n'a pas participé. Avec le recul, quelle analyse faites-vous de cette période tampon dans l'histoire de notre pays? Et l'analyse que je vais offrir à une partie personnelle, une partie liée au mouvement dont je suis l'un des porte-parole, la partie qui est particulière, c'est que le côté qui est particulier, excusez-moi, c'est que cette période a montré que l'opinion nationale et les acteurs de la vie sociale de notre pays, les citoyens tout court, ne sont pas écoutés par le pouvoir public, par les gouvernants. Pourquoi je dis cela? L'ensemble des confessions religieuses qui existent dans notre pays, l'Église catholique, l'Église méthodiste, presbytérienne, les imams du Togo et l'ensemble des grandes organisations de la société civile ont eu à supplier le gouvernement de reporter les élections, de s'assurer que nous allons aller de façon consensuelle à ces élections, justement pour mettre fin à cette crise. Mais l'ensemble de ces acteurs de la vie sociale, aucun d'eux n'a été écouté. Ça, c'est le côté personnel de l'analyse. Le côté qui est lié au mouvement dont je suis porte-parole, c'est que quand on reprend la feuille de route, l'unique élément qui a été pris en considération, c'est la date du 20 décembre 2018. Et nous trouvons que c'est malheureux. Et c'est vraiment dommage pour notre pays. Et nous avions aussi montré comment la CEDEAO n'a pas joué son jeu jusqu'au bout et qui finalement n'a pas été dans une cohérence avec l'institution qu'elle est. Parce que nous avons noté que la CEDEAO n'a pas pu mettre en application sa propre feuille de route. Parce que la façon... Mais ça, c'est votre position. C'est notre position en tant que mouvement. La CEDEAO a applaudi les élections du 20 décembre. Oui, oui, c'est notre position en tant que mouvement. Parce que si on veut être objectif et ne pas être simplement dans des attitudes politiciennes, on doit revenir à la feuille de route. À l'époque, nous étions engagés en comptant sur la bonne foi de la CEDEAO et des acteurs politiques togolais pour encourager, si on peut ainsi parler, le peuple à organiser la veille citoyenne pour que les éléments positifs de la feuille de route puissent devenir une réalité. À ce jour, je ne sais pas lequel des Togolais, quel que soit leur bord, et lequel des responsables de la CEDEAO pourrait dire, par exemple, que les réformes constitutionnelles et institutionnelles, voire électorales, ont eu lieu, que la question de la CENI a trouvé une solution et que l'approche inclusive et consensuelle d'un certain nombre d'éléments positifs de la feuille de route ont été une réalité. Nous pouvons nous tromper. Si c'est le cas, nous présentons les excuses. Mais ce que nous disons, nous le disons en toute responsabilité, sans être contre qui que ce soit. Vous savez qu'à l'époque, le pouvoir avait un objectif aussi, c'est de faire amener le calme dans le pays. Est-ce que, sur ce plan-là, le pouvoir n'a pas finalement raison d'organiser ces élections le 20 décembre? Puisque, à la suite de ces élections, le pays s'est relativement calmé. Je crois profondément que la paix est une valeur. Mais le calme en tant que tel peut être problématique. Parce qu'au cimetière aussi, c'est très calme. C'est même plus calme au cimetière que dans la vie sociale. Et nous visons quoi? La paix sociale ou le calme? Parce que qui dit calme peut prévoir autre étape. Je l'ai déjà dit, je ne serai jamais prophète de malheur. Je veux la paix pour mon peuple.
Et je m'engage pour ça. Notre mouvement s'engage pour ça. Nous sommes contre tout acte de violence. Mais cela dit, parler de calme sans viser la paix sociale, qui est une construction et qui prend en compte l'ensemble des acteurs et les citoyens, c'est vraiment se tromper. Parce qu'on peut obtenir aussi le calme par la terreur. On peut obtenir le calme par un jeu politique politicienne. On peut obtenir aussi le calme comme stratégie. Parce qu'à un moment donné, il peut arriver que un peuple garde le silence. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce peuple est calme. Parce que ce qui se passe dans le cœur, dans la tête de l'homme, les forces politiques et militaires ne peuvent pas maîtriser ça. L'homme est imprévisible. Et donc, ne parlons pas de calme. Parlons de paix sociale, qui est une construction qui demande, à mon avis, à nos décideurs politiques, à l'autorité gouvernementale, de composer avec l'ensemble des acteurs de la vie sociale pour que nous puissions aller vers cette paix. Au cas contraire, le calme peut redevenir autre chose que la paix sociale. Vous avez semblé jeter la pierre à la CEDEAO, mais dans un monde interconnecté que celui d'aujourd'hui, quel rôle peut encore jouer la CEDEAO dans un futur proche du Togo? Dans le futur proche, le Togo aurait besoin ou aura encore besoin de la communauté. Non, nous n'avons pas jeté la pierre, à moins que jeter la pierre voudrait dire... J'ai dit, vous semblez jeter la pierre. Puisque, d'accord, oui. Voilà. Bon, c'est la notion de jeter la pierre que je voudrais recadrer, parce que si nous analysons et que nous disons des choses objectives, des choses objectives et qui relèvent d'un fait, ce n'est pas du tout sembler jeter la pierre, c'est analyser pour que la CEDEAO ne puisse pas commettre les mêmes erreurs. Parce que quand on regarde l'histoire du Togo, on peut ne pas être d'accord, mais c'est l'analyse du mouvement dont je suis porte-parole, c'est que ce n'est pas la première fois que la CEDEAO se comporte ainsi vers le peuple togolais. Si nous visons la CEDEAO des peuples, il est très important que cette institution sous-régionale puisse prendre très au sérieux les vraies aspirations de notre peuple et l'accompagner. Cela dit, notre mouvement n'a jamais rompu les ponts avec la CEDEAO. Et tout ce qui peut faire de bien, de positif dans notre pays, nous allons saluer, mais tout ce qui va se faire et qui n'est pas dans l'avantage de nos populations, c'est un devoir pour nous en tant que société civile de dénoncer cela. Nous sommes dans cette logique. Au sein de la société civile, il se passe beaucoup de choses. Vous aviez tantôt évoqué les conseils des ministres qui ont commencé par se faire à l'intérieur du pays. On annonce sur les réseaux sociaux que le prochain doit se tenir à ce tout bois. Et si nos informations sont bonnes. Sur l'initiative, vous avez semblé l'apprécier. Mais au-delà de ce que certains appellent le marketing politique, que faudrait-il faire à la suite de la tenue d'une telle réunion? Donc, d'abord, moi, je pense que pour une fois où le chef de l'État et les ministres vont dans nos localités, c'est bien. Mais là où je suis un peu, comment je peux dire, dérangé, c'est la façon dont la chose est organisée. Vous savez, dans d'autres pays, quand on voit, quand Kérékou était encore au Bénin, quand on voit Jerry John Rawlings au Ghana, quand il veut jauger la réalité de la population, on ne met pas l'arsenal qu'on voit. Beaucoup de militaires, ça fausse les données. Et chaque fois qu'on sait que le chef de l'État va dans tel milieu, c'est l'agitation. On prépare, on cache ce qu'on peut cacher, et tout et tout. Moi, je pense qu'il faut améliorer ce qui est en train de se faire. L'aspect positif, c'est qu'on va vers les populations. Mais pour que certains dans le pays ne disent pas que c'est abus électoraliste, il serait bien de prévoir à l'avance ces rencontres dans les milieux. Le chef de l'État ou le gouvernement aurait pu se dire, par exemple, que dans la plupart de nos villes, il n'y a pas de grande salle pour les jeunes. Et organiser, par exemple, la construction d'une grande salle sans rien dire.
Au moment où ça finit, on va dans cette salle, on tient la première réunion du Conseil des ministres et on offre cette salle aux jeunes. Quand on part, ils ont un espace de rencontre qui peut servir pour la culture, qui peut servir pour plein d'autres choses. Mais ce que nous lisons dans les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui est vrai, mais il semble que les tentes qui sont installées, ça coûte très cher. Mais vous voyez, la population est dans le chaud ordinaire, c'est-à-dire sous le soleil et tout. Un chef de l'État et les ministres arrivent, il y a des tentes climatisées et tout change. Et puis quand ils partent, les tentes disparaissent et il n'y a pas de souvenir. Je pense qu'il faut corriger ce côté parce que le coût de ces tentes, si c'est vrai, ça peut construire une grande salle à chaque endroit où le chef de l'État passe. Mais ça suppose qu'on puisse prévoir. Si on n'avait pas prévu et que c'est de façon spontanée, c'est normal qu'on puisse hisser des tentes. Voilà ce que moi je peux dire. Mais après tout ça, il est important que les acteurs politiques se rencontrent et se parlent et qu'il y ait une forme de catharsis de notre vivre ensemble. Ce que Eden Kodjo a appelé le grand pardon. Mais le grand pardon suppose la grande demande de pardon. Vous avez un problème au Togo, et c'est ça aussi qui a plombé tout le travail de qualité de la CVJR. On a identifié des victimes, mais personne n'a demandé pardon officiellement dans une justice transitionnelle. Pour que la victime puisse avoir la paix du cœur, il faut que le bourreau demande pardon. C'est ce qu'on a vu en Afrique du Sud. Donc, il est important que les acteurs politiques aillent vers des rencontres entre eux et à ces rencontres associer la société civile et d'autres organisations dont les garants de nos us et coutumes. C'est dommage qu'eux, ils ne parlent même pas. Le Togo est profondément en crise et ceux-là qui nous gèrent au quotidien, ceux-là qui sont garants de nos valeurs, on ne les entend pas. Les chefs traditionnels, les prêtres traditionnels, on ne les entend pas. Au Bénin, récemment, ils ont parlé. Au Burkina, les chefs... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Mais c'est très important qu'ils parlent. Parce que notre peuple, l'éthos, ce qui est profondément culturel et qui nous forge comme peuple, c'est eux qui détiennent ça. Vous voyez, moi je suis choqué que des garants de nos us et coutumes, aucun d'eux ne puisse monter au créneau et dire par exemple que dans un pays où on tire sur les enfants, c'est-à-dire on verse du sang innocent, c'est tellement grave parce que c'est une source de malédiction pour le pays. Je ne suis pas de la religion traditionnelle, mais je pense que tous les anthropologues qui ont étudié nos religions traditionnelles savent que quand on verse impunément le sang innocent, mais on crée dans la maison, dans le clan, sur cette terre-là, on ouvre des portes à la malédiction, au point où, quand on verse le sang innocent, il y a des rituels qui se font. Donc, il faudrait que vraiment nous puissions, l'ensemble des forces et des énergies de notre peuple puissent se fédérer et qu'on oublie, qu'on n'essaie pas oublier, mais qu'on essaie d'aller vers, je reviens à ce grand pardon, à cette forme de catharsis de notre population, en essayant de se donner la main pour aller de l'avant. Là, il faut que celui qui a offensé demande pardon, que celui qui est offensé accueille le pardon et que l'on prenne la ferme résolution du plus jamais ça. Vous voyez, quand Mandela a dit en Afrique du Sud plus jamais ça, mais c'est resté comme un testament qui anime la réalité politique en Afrique du Sud. Notre chef de l'État a dit aussi à Takwame plus jamais ça. Mais tout de suite après, on a vu des actes se répéter et qui sont au même niveau et personne n'a dénoncé. Le plus jamais ça, on doit reconvoquer ça, mais de façon très sérieuse, vraie, authentique et non simplement comme un discours. Vous avez donné l'exemple du Burkina Faso, vous avez donné l'exemple d'un certain nombre de pays dans lesquels les chefs traditionnels sont très respectés et très honorés. Même le Ghana. Oui, mais comment expliquer cette situation des chefs traditionnels du Togo? Finalement, c'est vrai, on les entend pas, ils ne prennent pas publiquement position, et certains disent même qu'ils sont instrumentalisés. Est-ce que c'est des situations qui vous gênent? Moi, ça me gêne, parce que je suis togolais. Et en réalité, si tout échouait,
il revenait encore aux garants de nos us et coutumes vraiment de se lever. Mais je pense que un silence coupable de leur part peut encourager le mal. Or, ils sont garants justement des valeurs. Et moi, je pense qu'en plus d'eux, il y a toutes ces personnalités que je peux appeler des sages. Qu'on me prête le mot, parce que certains vont me dire, mais est-ce qu'il y a des sages au Togo? Il doit en avoir. Toutes ces personnalités qui ont animé la vie politique au Togo et qui peut-être aujourd'hui se sont retirées. Mais ils ne peuvent pas se retrouver pour faire quelque chose pour cette nation qui n'est pas nécessairement d'un ordre institutionnel, mais en termes de médiation, en termes de facilitation. Quand vous parlez des sages, vous pensez à qui? Non, je ne veux pas donner des noms, mais si on me dit que mon peuple, le peuple togolais, dans sa richesse, dans sa diversité, depuis Saint-Cassé jusqu'à Néro, jusqu'à Lomé, il n'y a pas de sage qui puisse vraiment se concerter pour amorcer l'élévation de ce peuple. Alors j'ai envie de pleurer. Mais quand vous parlez de concertation, du côté du parti au pouvoir, il y a une structure des sages. Donc je ne sais pas si cette structure-là peut jouer un rôle sur l'échiquier national, comme vous êtes en train de l'entrevoir. Bon, dans tous les cas, vous savez, un sage, c'est une personne qui a de l'autorité morale. Bon, la structure dont vous parlez, je ne la connais pas bien, je ne sais pas qui les sages sont. De Unir. Ah, les sages d'Unir, d'accord, mais ça, ce sont les sages de Unir. Et eux seuls ne peuvent pas se prévaloir être les sages de la nation. Moi, je parle des sages de la nation. Des hommes et des femmes qui ont de l'autorité morale et qui sont capables de convaincre les différents acteurs d'arrêter ce jeu qui est simplement désir d'être à tout prix au pouvoir ou désir de conquérir à tout prix le pouvoir. Et dans ce bipolarisme de la vie et ce choc permanent, le peuple est au milieu en train de souffrir et de manquer au minimum indispensable à la vie. Certains sont très sévères en ce qui concerne la morale au Togo, puisqu'ils disent même que la morale a quitté l'âme du Togo. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez quand vous regardez ou quand vous êtes en train de vivre ce qui se passe dans notre pays? Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais simplement que dans notre pays, il y a un culte idolâtrique à l'argent. C'est de ça que je pense beaucoup d'acteurs, que ce soit de la société civile, de nos dignitaires et des partis politiques, il y a un travail à faire à ce niveau. Parce que notre pays a besoin des hommes et des femmes désintéressés. Moi, je suis scandalisé de voir que tout ce qu'on fait, on veut d'abord savoir qu'est-ce que je gagne là-dedans, quel serait mon intérêt. Et des fois, les gens m'approchent et me disent, Père Afognon, ce que vous faites là, oh, vous perdez simplement votre temps. Vous tirez quoi dans ça? Comme si pour faire le bien, il faut d'abord s'assurer des retombées qui relèveraient du matériel. Et ça, c'est une déviation très grave, malheureusement, et qu'on enseigne à beaucoup de nos jeunes. Ce qui fait que vous voyez des jeunes aussi aujourd'hui qui n'ont pas de conviction autre que de gagner l'argent et de gagner l'argent par tous les moyens. C'est ainsi que facilement on va les attirer dans tel ou tel autre mouvement parce qu'on a mis en caisse 500 000 francs, un mouvement secret, on fait ce qu'on veut faire, on partage l'argent et puis on continue. Moi je pense que l'idolâtrie de maman règne dans nos cœurs de Togolais, règne sur nous. C'est une réalité humaine, mais nous devons essayer de purifier cette dimension si on veut aller loin. Nous venons de passer 45 minutes ensemble et nous allons permettre maintenant aux auditeurs de participer à l'émission. Je leur rappelle les numéros de l'émission 70 43 09, 70 43 09 et puis 96 50 34 37. Notre invité est Marie-Pierre Chanel Afognon, un premier auditeur dans la ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous appelez comment?
Oui, allez-y. Bonjour à vous et bon dimanche. Merci. Merci. C'est une question de réforme. Oui, moi je voudrais pas répondre en polémiquant. Je voudrais renvoyer l'auditeur à la déclaration de politique générale du Premier ministre, son Excellence Dr Commissaire Nkrassou, acte 2 du vendredi 25 janvier 2019, où au point 1.1, il est question de poursuivre les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et il est même écrit que, je préfère citer, pour ce faire, mon gouvernement prendra des mesures nécessaires pour réactiver le débat parlementaire sur le projet de texte élaboré conformément à la feuille de route de la CEDEAO. Alors, quelquefois, moi je me dis, c'est pas une critique, mais c'est une proposition. J'aurais aimé que le gouvernement améliore sa stratégie de communication à l'endroit du peuple. Je ne sais pas si beaucoup de Togolais sont informés que ça fait partie de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et un autre élément, c'est le respect de la parole donnée. Les Togolais ne font plus foi à la parole de leur autorité. Parce que plusieurs fois, on dit les choses, mais on ne les respecte pas, on n'arrive pas à accomplir. Alors ça crée une crise de confiance. Alors, moi, c'est l'occasion pour moi de rappeler que le Premier ministre a même dit que le président de la République a demandé au gouvernement d'agir avec célérité pour parachever le processus de révision constitutionnelle. Donc, si tout cela est vrai, que le gouvernement communique bien autour pour éviter encore des crises autour de ça, et que ces réformes-là se fassent vraiment dans un esprit consensuel qui puisse vraiment apporter du bien au peuple, et qu'on ne puisse pas faire des réformes simplement pour créer encore d'autres crises en termes de contestation, puisque le Premier ministre dit « J'en appelle à l'ensemble de la classe politique à retrouver le sens de la sérénité, du dialogue et de l'ouverture. C'est dans cet esprit d'ailleurs que mon gouvernement agira dans la préparation des échéances électorales à venir. » Quand le gouvernement dit ça, il faut que ça soit mis en application de façon honnête et il n'y aura plus de problème au niveau des réformes. Enchaînant avec une question d'un auditeur qui nous regarde sur notre page Facebook quelque part dans le monde, Sylvanus, en fait, c'est à la suite de la question portant sur les réformes. Quelle est la marge de manœuvre dont disposent aujourd'hui les Togolais pour que ces réformes soient finalement faites, puisqu'on parle de cette question depuis 2006, je rappelle. Moi, je voudrais dire simplement que la bonne volonté du gouvernement suffirait. Je ne sais pas ce que les Togolais peuvent faire d'autre, parce que c'est une question de bonne volonté. Moi, c'est une recommandation de la CVJR. Même la feuille de route de la CEDEAO a eu à dire ça. Les crises dans le pays tournent autour de cela. Les lettres des évêques ont rappelé ça. Les lettres des autres églises ont rappelé ça. Je pense que le peuple n'a plus rien à faire, à mon humble avis, sinon à rester dans la veille citoyenne, mais la balle est fondamentalement dans le camp de nos acteurs politiques en général et du gouvernement en particulier. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, allez-y, PD. Bonjour, oui. Bonjour.
bonjour et bon dimanche. Merci. Mais je ne suis pas de l'opposition. Il me sera très difficile de savoir si l'opposition ira à d'autres dialogues ou non. Mais je reviens sur ce que je venais d'affirmer. Il faut de la bonne volonté. Il faut manifester un respect profond pour la parole donnée. C'est ça qui donne beaucoup de crédibilité, qui fait renaître la confiance. Et donc, quand dans un peuple, les acteurs ne veulent plus se parler, ne veulent plus dialoguer, il reste un seul moyen. C'est le moyen de la violence et de l'affrontement. Le mouvement Espérance des Forces Vives pour le Togo, le mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo n'est pas dans la logique de l'affrontement et de la violence. Du coup, tout ce qui peut être initiative passerelle pour que les acteurs, comme fils et filles du même pays, puissent parler, nous devons l'encourager. Voilà pourquoi nous, le 15, le vendredi prochain 15 et le samedi 16, nous organisons justement un forum citoyen. Et à ce forum, nous avons invité tous les acteurs de la société civile, les citoyens, mais aussi tous les partis politiques. Nous espérons que ça va être un moment pour nous d'amorcer des chemins de convergence et qui vont nous mettre en contexte de libération de la parole. Et nous avons même prévu l'esprit et les attitudes durant ce forum pour que ce ne soit pas simplement un lieu où on vient lancer un coup de gueule, on s'attaque à tel ou tel autre, on fait une liste des coupables, on ne se sépare. Donc je crois que tout ce qui peut être passerelle de concertation, il faut l'encourager. Bien, merci. Troisième auditeur, allô? Allô? Est-ce qu'on l'a? On ne l'a pas encore, cet auditeur. Il y a la question de Nyamati Peter. Et cette question qui nous a été laissée sur notre page Facebook. Que faire pour que l'alternance soit une réalité en 2020 au Togo? Moi, je n'ai pas de solution miracle. C'est chaque citoyen togolais qui doit s'engager, en commençant par les décideurs politiques, donc le parti au pouvoir, les autres partis politiques et chaque Togolais et Togolaise. Cela dit, je voudrais qu'on puisse s'entendre sur ce que nous voulons dire quand nous parlons d'alternance. Parce que, comme le disent les évêques, l'alternance pour le Togo, c'est un changement de système, de la façon de gouverner le pays. Parce que les études existent qui montrent que notre problème est lié aussi à la façon de gouverner. D'où le Premier ministre lui-même parle du renforcement de la bonne gouvernance. Et dans ce sens, c'est au niveau de l'alternance, je crois que chaque Togolais doit pouvoir s'engager à ce que les réformes puissent se faire, les lois puissent être respectées, la Cour constitutionnelle puisse être recomposée de façon à ce que le droit puisse être vraiment dit et que la CENI devienne une institution crédible aux yeux du peuple et ainsi la vérité des urnes va entraîner l'alternance. Parce que l'alternance ne peut pas être décidée en dehors des urnes, mais il faut qu'il y ait la vérité des urnes. Et ça, je pense que c'est chaque Togolais qui doit s'engager, surtout les autorités, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Allô? Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Allô? Merci, on vous appelle comment? Ah, oui, ah oui, ah oui.
pense que chaque pays a sa réalité. Et que dans les trois cas, nous avons en face des difficultés, nous avons en face quelque chose qu'on ne peut pas classer comme un bien social. Et donc, ce qu'il faut comparer, ce n'est pas la gradation du mal. Il faut comparer plutôt ce qui est bien. Même si dans un pays, il y a le terrorisme, dans un autre pays, il y a l'instabilité politique, dans un autre pays, il n'y a pas l'alternance, ces types de comparaisons ne vont pas nous donner l'occasion de nous élever et vraiment d'être fidèles à nous-mêmes et à notre histoire personnelle. Parce que les pays en question ont leur propre histoire et ils essaient d'assumer leur destin. Nous devons aussi assumer notre destin en évitant ces genres de comparaisons, mais en visant le maximum de bien possible pour notre pays. Parce que le rêve de nos pères et de nos mères qui ont fondé la nation togolaise, c'est de faire du Togo l'or de l'humanité. C'est dans notre hymne. Et nous n'allons pas devenir l'or de l'humanité en comparant un pays avec instabilité sociale, un pays avec terrorisme, un pays sans alternance. Les principes démocratiques, je pense que ce sont des valeurs, il faut les promouvoir. Dans tous les cas, si nous voulons aller de l'avant, nous devons savoir ce que nous voulons. Si nous disons que le Togo est une démocratie et que nos constitutions, même actuelles, ont confirmé cela, il est clair que l'alternance est un principe démocratique. En le disant, je ne suis contre personne, je ne m'attaque à personne, je suis dans l'objectivité et je crois que ceux qui m'écoutent, s'ils sont aussi objectifs, seront du même avis, mais je ne l'impose pas. Probablement de Bruxelles ou de l'Allemagne, Romaric Sonalognon qui nous laisse cette question. Bonjour mon père. Certains pensent que lorsqu'on est homme de Dieu, on ne doit pas parler de la vie sociopolitique de sa nation. Cela est-il biblique ou pas? En fait, c'est ça la question. Oui, bon, je pense que je ne vais pas faire un cours d'engagement social à partir de la Bible ici. Si on me donne un jour le moment, je le ferai. Mais dans la Bible, tous les prophètes se sont engagés pour la transformation sociale et politique. Nathan est allé devant David pour lui dire que tu n'as pas le droit de tuer Uri et de prendre sa femme, à travers la femme que nous connaissons, où David s'énerve parce que voilà, celui qui a une seule brebis, on a tué ça. Et le prophète Nathan lui dit, cet homme c'est toi. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, il s'est converti. On dit c'est en ce moment qu'il a écrit le psaume 50. Et Jean-Baptiste est mort en disant au roi Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Donc dans la Bible, quand on prend tout ce qui est visage prophétique, l'engagement social est là. Et Jésus disait aux scribes et aux pharisiens, tombeau blanchi. Et il est traité d'hypocrite. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas de l'insulte, mais c'est que le mal social, on ne peut pas bénir le mal social. On ne peut pas être croyant et donner bénédiction au mal social. On doit s'engager à vaincre le mal en nous-mêmes, à vaincre le mal dans le corps social et à s'engager pour la promotion du bien. Bon, maintenant, si je dois être encore plus long, peut-être je vais empêcher d'autres auditeurs, mais on peut lire Ecclesia in Africa, les numéros 106 jusqu'au numéro 126, et on trouvera encore des réponses de la part de l'Église catholique. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, allez-y.
Kolani depuis Guenivé. Voilà pour la réaction de Kolani. Oui, merci beaucoup mon frère Kolani. Et je présente les excuses parce que mon lieu d'ancrage, je suis prêtre, c'est ça certainement qui a donné cette impression. Mais dans le mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo, la porte est ouverte à tout le monde et à toutes les religions. Par exemple, le mouvement des cadres catholiques, le mouvement des cadres musulmans, ainsi que le réseau des associations islamiques sont des membres à part entière. Et notre forum qui aura lieu le vendredi prochain et le samedi à la paroisse, la grande salle de la paroisse de Nikonakwe de l'église évangélique presbytérienne, beaucoup d'associations, des musulmans, des prêtres traditionnels sont invités, ainsi que les autres religions. Je suis entièrement d'accord avec vous que nous n'allons pas utiliser un langage religieux qui va exclure d'autres. Je vous remercie et je présente les excuses pour ça. Allô? Après Kolani, qui nous avons derrière lui? Allô? Oh, c'est monsieur? Komi. Bonjour mon frère. Ceux qui ne croient pas directement en Dieu, la main de nos ancêtres ou la nature peut encore nous l'accorder selon nos confessions ou croyances. Cela dit, le pardon, comme je venais de l'expliquer, suppose que celui qui a causé du tort à l'autre prenne l'humilité et demande sincèrement pardon. Première condition. Deuxième condition, c'est que la personne qui est offensée entre dans la dynamique de la miséricorde pour inventer le présent en vue de l'avenir, de ne pas accepter s'enfermer dans le passé, et ainsi il offre une nouvelle chance pour vivre ensemble. C'est ça le pardon dont je parle. Et tout, après ces deux niveaux, il faut que tout cela soit solidifié dans cette parole solennelle de Nelson Mandela, plus jamais ça. Le plus jamais ça voudrait dire que les décideurs, les acteurs, les forces de la nation s'organisent à ne plus jamais ouvrir la porte à cette déviation. Et vous savez, dans l'histoire, il y a eu des faits très graves. Il y a eu des guerres. Si je prends simplement la Deuxième Guerre mondiale, je prends la Shoah, je prends tout ce qui s'est passé. Vous voyez qu'aujourd'hui, les Allemands et les Français vont être dans la même communauté, l'Union européenne, et vont vraiment échanger et se sentir frères. Mais quand on remonte dans l'histoire, avec la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui,
Israël peut encore avoir des relations diplomatiques avec certains pays. Et je crois que le vivre ensemble n'est pas possible quand on se ferme sur les erreurs, sur les abominations, mais il faut une décision. C'est ça la dimension de la catharsis, cette purification. Mais ça suppose qu'on sorte de la ruse politique. Voilà pourquoi je dis la justice transitionnelle au Togo n'a pas pu atteindre les objectifs parce que deux éléments ont manqué. D'abord, personne n'a demandé pardon humblement et publiquement par rapport à des crimes et à des actes inacceptables que la CVJR a enregistrés. Et d'autre part, le plus jamais ça n'a pas été tenu puisque après, on a eu encore des actes de barbarie et autres. En le disant, je ne suis contre personne. Je suis en train d'analyser et si on se refuse de faire ces analyses, on va partir sur des pistes et générer toujours de nouvelles crises. Allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct, on vous appelle comment? Oui, Olivier, allez-y. Amen, alléluia. Ah, nous sommes dans le temps de carême. Amen, Maranatha. Excusez-moi. L'Église n'est pas une communauté des saints, c'est-à-dire des purs. L'Église, c'est une mère. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une mère qui va dire « Mon enfant a fait ci, et donc je vais le jeter dehors, et tel autre, vraiment, lui, il est bien, je le garde. » L'Église est une mère. Mais en même temps, elle est maîtresse, c'est-à-dire elle enseigne. Donc, il revient aux confrères prêtres qui sont proches de ces personnes, parce que ce n'est pas une situation à généraliser non plus. Il ne faut pas s'attendre à ce que le président de la conférence des évêques aille vers ces personnes. L'Église est très décentralisée, donc il revient aux pasteurs qui ont l'occasion de rencontrer ses frères et sœurs dans la foi, de les accompagner, de les aider, en sachant que nous n'allons pas faire l'Église des purs. Vous savez, il y a eu dans l'histoire de l'Église ce qu'on appelle l'hérésie des cathares. C'est-à-dire, ils voudraient une Église où il n'y a que des gens qui sont purs là-dedans. Et l'Église catholique, sa hiérarchie a condamné cette doctrine. Parce que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous vraiment faibles, et Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur puisse se convertir. Donc, si tu es sur la paroisse avec cette personne, mais ça te coûte quoi en tant que frère dans le Seigneur de t'approcher de lui, de dire « Mon frère, mais je ne comprends pas telle attitude. » Donne-lui l'occasion de t'expliquer pourquoi il est dans cette posture. Et après, ensemble, dans la prière, dans l'accompagnement, dans le soutien, vous pouvez l'amener aussi et à être lumière dans sa réalité. Mais je vais dire qu'il ne faut pas croire que quand on est chrétien catholique, par exemple, on ne doit pas être de UNI, ou on ne doit pas être de l'ANC, ou on ne doit pas être de tel autre parti politique. Hein. Tout le monde est libre de militer en étant catholique dans le parti politique de son choix. Et l'Église catholique ne condamne aucun parti politique. Il faut que ça soit clair. Maintenant, ce que chacun fait individuellement. Il y a dans les partis de l'opposition des catholiques qui ne jouent pas pleinement leur rôle de fils et filles de l'Église. Il y en a aussi dans UNI, il y en a aussi dans d'autres partis dits centristes et tout ça. Moi, je pense que l'important, c'est d'abord l'appel à la conversion. Comme dit Saint Paul dans Romains, le chapitre 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du mal par le bien. Et donc le plus important, c'est que chacun cherche à être lumière là où il est. Saint François d'Assise disait « fleuris là où Dieu t'a semé ». Donc ne restons pas dans ce bipolarisme, il est de tel camp, mais il vient à l'église. Je termine en disant que quand on demande de dire une messe d'action de grâce, on ne peut jamais refuser. Parce que le prêtre ne peut pas refuser l'offrande et la prière des fidèles. On ne vient pas demander une messe pour fêter l'assassinat, pour dire que voilà, j'ai tué, j'ai volé, je viens maintenant dire merci au Seigneur pour avoir volé et tué. Si on veut dire une action de grâce parce qu'on estime que le Seigneur a fait quelque chose de grand dans ma vie, on ne peut pas refuser. Mais il y a un travail d'accompagnement, d'éducation, de formation pour l'édification de la foi, pour aider cette personne à préciser l'intention de la messe d'action de grâce. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Kodo, allez-y. Je vous salue aussi très fraternellement. Cet auditeur, on l'a perdu, mais vous avez quand même compris le sens de sa question. Pas tout à fait. Sur la participation de la coalition à la dernière élection, la coalition n'a pas participé. Il y a certains qui critiquent cette position ou cette posture de la coalition. Est-ce que cette critique-là, est-ce que vous les comprenez? Moi, je crois, je ne suis pas acteur politique, mais je crois que quand on s'engage dans l'espace public, on doit être prêt à être critiqué. Donc ceux qui critiquent les acteurs politiques qui n'ont pas participé, je pense que dans le jeu démocratique, c'est leur droit. Maintenant, il faudrait que la critique soit objective, que l'argumentation vraiment vise le bien et l'analyse politique, et non simplement pour accuser, discréditer, humilier, ainsi de suite. Et d'autre part, la C14, c'est une institution autonome où il y a des responsables. S'ils ont pris une décision politique, je suis convaincu qu'ils ont des raisons et ils ont la possibilité de pouvoir l'assumer. Donc, ce n'est pas nécessairement à moi de revenir sur ces éléments. La C14, vous la connaissez, c'est la structure qui regroupe certains partis de l'opposition. Cette structure est en difficulté depuis quelques mois maintenant. Et comment vivez-vous cette situation de ce pan important de la scène politique? Moi, j'ai constaté simplement que, comme pour toute entreprise humaine, il est difficile de maintenir l'unité, pour ne pas dire la communion. Et c'est d'autant plus difficile quand, dans notre pays, beaucoup de personnes tombent dans l'idolâtrie de l'ego. Et ça, on peut le trouver partout, hein, même dans la société civile. C'est-à-dire, chaque fois que les gens estiment que leur pensée est meilleure que celle des autres, que c'est eux qui ont la vérité, et que sans eux, on ne peut pas innover, ainsi de suite. Ce que j'appelle l'idolâtrie de l'ego, difficilement on s'entend. Mais il faut reconnaître aussi que ce n'est pas donné d'être des partis politiques avec des visions et des programmes qui sont très différents et de pouvoir sacrifier ces visions ou bien créer une synergie au sein de ces visions pour avoir une vision unique et l'approcher avec une stratégie acceptée par tous. Ça, ce sont des problèmes humains. Il ne faudrait pas qu'on puisse non plus en faire quelque chose de gravement anormal.
Maintenant, je le redis encore, que ce soit dans la société civile, y compris moi-même qui suis de la société civile, y compris les partis politiques, nous devons, comme Togolais, cultiver davantage la tolérance et la souplesse. Vous savez, j'ai rencontré une personnalité de ce pays qui connaît bien le Togo et qui a exercé de hautes fonctions dans ce pays, qui m'a dit, mon père, vous savez, en apparence, le Togolais est très pacifique. Mais en réalité, c'est quelqu'un de très radical et de très rancunier. Et en regardant des fois notre fonctionnement, je me dis qu'il n'a pas complètement tort. Parce que des fois, quand tu écoutes certaines choses, tu te dis, mais c'est pas possible. Où est le peuple dans ce débat? Ça devient simplement un truc de leadership, de ceci, de cela. Et je pense que tous nous sommes, nous chrétiens au moins, nous sommes dans un temps important, le temps de carême, et nous devons nous convertir. Acceptons que l'autre puisse avoir une autre pensée et que moi j'apprenne à me décentraliser pour que l'autre puisse faire le bien. Parce que le plus important, c'est que le peuple retrouve sa dignité. Vous évoquez la question du leadership, qui est une question caractérielle pour ce qui concerne l'opposition togolaise depuis les années 90. Est-ce qu'elle finira par se débarrasser de ce qui est appelé dans certains milieux comme une gare? Bon, moi je pense que c'est possible parce qu'il revient au peuple d'imposer ça. Vous savez, au Togo, nous avons été longtemps, nous citoyens, nous avons fait beaucoup, nous avons beaucoup fait, mais en même temps, nous n'étions pas tous unanimes à comprendre que quand dans un pays, on laisse la politique dans les mains de façon exclusive des acteurs politiques, on leur donne la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Je crois que nous devons devenir une société civile très forte, je dis bien très forte, très organisée, et que nos populations, grâce à la sensibilisation, à l'éducation des jeunes et à une certaine andragogie à l'endroit des adultes, et être un peuple capable de dire à ceux qui nous gouvernent, c'est pas ça que nous voulons, c'est ceci que nous voulons, et de dire aussi aux autres acteurs politiques, qu'ils soient centristes ou qu'ils soient de l'opposition, c'est pas ça que nous voulons, c'est plutôt ceci que nous voulons. C'est ça qui manque, qui fait que chacun se croit être le Messie, et finalement il y a des guerres entre Messie, et puis ça profite finalement à personne, puisque ça ne profite pas au peuple. Une question de Thomas Combé depuis Paris. Cette question porte sur les élections locales. Les prochaines élections locales, faut-il encore les boycotter ou pas? En fait, c'est la question de cet ami qui nous regarde sur notre page Facebook. Dans tous les cas, personnellement, je ne suis pas candidat, je ne peux même pas, mais je ne peux pas non plus répondre en disant oui, il faut boycotter, non, il ne faut pas boycotter. Mais je vais évoquer trois principes. Le tout premier, c'est que nous, dans notre mouvement, nous étions de ceux qui ont dit, et nous continuons de soutenir cela, qu'il est capital de faire les réformes avant les élections. Même si on dit qu'en réalité, les élections locales n'ont rien à voir avec les réformes, je pense que pour apaiser le cœur du Togolais, pour créer un sursaut psychologique qui amène le Togolais à s'intéresser à la vie de la nation, il faudrait quand même passer aux réformes et ensuite de façon tranquille aller aux élections. Si on a pu attendre plus de 30 ans, je ne sais pas si c'est un peu de temps pour privilégier les réformes qui feraient mal. Mais ça, c'est notre vision dans notre mouvement. La deuxième chose, c'est que, et quelquefois, on sort des concepts comme si c'est des concepts qui vont résoudre tous les problèmes. Aujourd'hui et hier, c'était les élections législatives. On nous a chanté ça, c'est passé. Maintenant, l'autre concept, c'est les élections locales. C'est-à-dire, à un moment, on crée des concepts, et on met de l'empressement autour,
Et on fait croire que sans ça, le Togo va se briser en deux. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est une question de cohérence envers nous-mêmes. Une question de cohérence envers nous-mêmes. Aujourd'hui, est-ce qu'on a quantifié le nombre de Togolais qui sont en âge de voter et qui n'ont pas pu s'inscrire sur une liste électorale? Or, pour être électeur et être éligible, il faut d'abord faire partie du fichier électoral. Ce sont des questions qu'il faut résoudre si nous voulons être honnêtes envers nous-mêmes. Voilà ce que moi je peux dire. Maintenant, aller aux élections locales ou ne pas aller, il revient à ceux qui sont sur le terrain là de pouvoir se prononcer. Vous avez cité des concepts qui sont créés ces derniers temps au Togo. Il y en a un qui a été créé il n'y a pas très longtemps aussi. C'est le concept du PND, le Programme National de Développement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler pour ce programme-là. Quel est votre sentiment? En réalité, il y a une blague, et je ne sais pas si c'est vrai, hein. Il semble que des gens, en entendant PND, ils avaient tellement entendu PNP qu'ils ont fini par dire « Ah, le chef de l'État vient de créer son parti politique ». Il y a eu des blagues comme ça. Mais moi, j'ai entendu parler du PND, j'ai même essayé de lire, pas tout le plan, mais quand même des éléments autour de ce plan national de développement qui a pour objectif global de transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social, avec trois axes majeurs ou axes stratégiques: mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Axe 2, développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Et puis le dernier axe, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Je pense qu'avoir un plan, c'est une bonne chose. Parce qu'on ne peut pas se développer sans avoir une vision, sans avoir, comme on vient de le lire, des axes stratégiques où après viendront vraiment des actions, des activités pour réaliser. Mais et pour ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir un plan. Mais là où je me pose beaucoup de questions, c'est la façon dont le plan est présenté. Le plan est présenté comme si, avec le PND, le Togo est sauvé. Et cette façon de présenter les choses, c'est ça qui me dérange. Parce que je ne peux pas, par exemple, demander à un très bon architecte, le meilleur au monde, de dessiner le plan de ma maison que je veux construire. Et une fois qu'il a fait le plan et il m'a sorti la maquette, je vais dire voilà, j'ai maintenant la belle maison qui est le rêve de ma vie et donc je peux croire que je vais habiter là-bas. Ce serait de l'illusion. C'est la façon dont le plan est présenté qui, moi, me fait un peu problème. Parce que je ne sais pas combien on a dépensé pour ça. J'espère que des hautes personnalités qui étaient là, M. Lopez, je crois, notre frère, l'ancien Premier ministre Humbo, qui sont des personnalités de renom, j'espère qu'ils ont fait tous ces déplacements et tout ça gratuitement pour le bien du peuple. C'est-à-dire, s'il faut mettre trop de moyens simplement autour du plan, ça risque d'être quelque chose qui va être une illusion, parce que le Togolais lambda va croire que avec la notion PND, le Togo est sauvé, alors que c'est pas vrai. C'est vrai que beaucoup de gens mettent quelques doutes par rapport au succès de ce plan, puisque le Togo a connu dans un passé pas très longtemps d'autres plans qui n'ont pas connu de grands succès. Que faut-il maintenant pour que ce plan qui vient d'être lancé connaisse le succès attendu ou le succès rêvé? Moi, j'aurais aimé d'abord qu'on arrête les publicités énormistes autour du plan et qu'on commence plutôt à mettre le plan en langage simple pour le commun des Togolais. Et je propose aussi qu'on travaille le côté de l'estime pour le pays. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'estime pour leur propre pays, le Togo.
Parce qu'ils sont tellement déçus, ils sont tellement froissés, frustrés par les situations. Voilà pourquoi moi je pense que opérer les réformes a une relation avec le succès de ce plan. Parce que ce plan, d'après ma lecture, veut reposer sur le secteur privé. Or, dans le secteur privé, c'est des gens qui investissent. Qui va investir, par exemple, si demain le pays est paralysé par des crises? Qui va investir demain si on voit l'armée dans toutes les rues de notre capitale et de ses environs? Et qui va vraiment investir son argent quand il a derrière la tête que l'instabilité politique n'est pas conjuguée au passé? Il y a ce côté. Mais il y a l'idée aussi d'augmenter la croissance. Mais pour augmenter la croissance, il faut que chaque citoyen se mobilise à travailler sérieusement. Quand on voit le développement de l'Allemagne, on voit le développement d'autres pays, c'est parce que les gens, tout le monde travaille. Et cet aspect... Vous avez l'impression que les Togolais ne travaillent pas assez? Non, le Togolais travaille. Mais il faudrait encore que nous soyons mobilisés à travailler, à payer les impôts, les taxes et tout ça. Ça suppose une bonne gestion des ressources et leur redistribution. Donc, moi, je me dis qu'il est très important qu'on puisse nous parler de l'éthique qui est derrière ce plan. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Bien, merci. Merci, nous allons vous donner la possibilité de nous parler en quelques mots de ce forum qui va avoir lieu à la fin de la semaine prochaine. Forum organisé par votre structure. Oui, merci beaucoup. Avant même de parler du forum, je voudrais dire que ce que je viens de dire n'a rien contre le plan, mais je voudrais que ce plan devienne réalité. Et il faut aussi que les universitaires travaillent pour montrer les faiblesses et attirer l'attention des décideurs pour que le plan ne soit pas une forme d'utopie. Alors, nous organisons effectivement, comme j'ai eu à le dire, le vendredi prochain et le samedi, un forum citoyen sur le thème chemin de convergence pour fédérer les énergies et les stratégies pour un Togo nouveau. Nous partons du constat que dans notre hymne, il est dit clairement, dans l'unité nous voulons te servir. Et nous découvrons qu'aujourd'hui, la crise de notre pays s'est complexifiée parce que les fils et filles de notre pays ne se parlent pas. Et on ne peut pas bâtir ensemble un vivre ensemble aussi, permettez la tautologie, harmonieux, si on ne se parle pas. Et Mandela disait, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc, nous invitons tous les acteurs de la vie sociale, politique, de la société civile à bien vouloir prendre part. Nous serons à la grande salle de l'église évangélique presbytérienne de Nyekonakwe. Le lieu est un peu caché, mais il y aura des indications pour qu'ils puissent se retrouver. Et nous commencerons à 8 h le vendredi pour avoir une conférence inaugurale et après avoir un panel où différents participants représentant les religions, la société civile, les partis politiques et la diaspora prendront la parole autour du thème « Quelle implication des différents acteurs dans l'unité d'action ?» Et l'après-midi, nous allons présenter un document qui est sous forme de draft et qui sera la déclaration qui va sanctionner ce forum. Ce sera samedi. Et nous attendons l'apport de tous, hein, sans exclusion. Que personne n'ait peur d'arriver. Ce n'est pas un lieu pour aller s'insulter et se dire du n'importe quoi. C'est un lieu de réflexion et de travail. Bien, merci mon père, merci d'être venu. Je l'avais dit au début de cette émission. J'avais prié pour que l'Esprit Saint nous assiste à dérouler l'émission sans trop de difficultés. Je vous laisse la parole pour la prière finale. Merci. Seigneur notre Dieu, toi qui es tout-puissant, nous te bénissons pour notre pays, pour chacun de ses fils et filles. Nous te confions ces décideurs, nous te confions nos gouvernants, nous te confions tous ceux et celles qui ont une portion du pouvoir dans notre pays. Accorde-leur la sagesse pour chercher le bien commun et l'intérêt général. Bénis l'ensemble des acteurs politiques, les partis politiques, les acteurs de la société civile, chaque citoyen. Et je voudrais particulièrement te confier les citoyens qui sont en prison innocemment. Et je voudrais te demander, Seigneur, d'apaiser leur cœur et de mettre dans le cœur de nos dirigeants la force de pouvoir les libérer.
Et enfin, Seigneur, je voudrais te confier tous ces malades, tous ces petits, tous ces affamés, toutes ces personnes qui n'ont pas accès à la santé, à la culture, à l'eau potable et à d'autres besoins élémentaires dans notre pays. Donne-nous de nous entraider, de vivre la solidarité pour un Togo prospère pour tous. À toi la gloire pour les siècles des siècles, et répands ta bénédiction sur la radio qui nous a accueillis et ses acteurs, le personnel, les responsables. Amen. Amen. Merci beaucoup, Père Pierre Chanel Lafognon. Merci pour cette prière. Elle met fin à l'émission de ce jour. Je remercie les auditeurs de l'avoir suivi. Romaric Freitas, merci d'être resté à la technique. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Je suis Pierre Boatioué. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.